Eh bien, merci d'être avec nous pour ces 31e Jeudis de l'Ordre. Et nous sommes heureux d'accueillir le docteur Chinchol, secrétaire général adjoint de la CANF, qui va nous faire un petit topo sur les retraites, quoi de neuf et à quoi s'attendre. Sujet brûlant, s'il en est d'autres. Et le professeur Denis Charpin, professeur émérite de l'Université d'Aix-Marseille, président de l'Association de la prévention de la pollution, et qui va traquer la pollution au domicile et mènera l'enquête dans quelques minutes. Voilà, je vous rappelle que les questions peuvent être posées sur le fil de discussion du site. Par ailleurs, je vous rappelle que tous les jeudis de l'ordre, bien sûr, sont accessibles en replay en se branchant sur votre logo préféré, CDOM 13, bien sûr. Et que les prochains jeudis de l'ordre auront lieu le 8 juin sur un sujet brûlant aussi, qui sera quoi faire devant une plainte d'un patient. Et on essaiera de faire un truc très pratique mené par Maître Amar, qui décrira ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Bien, je laisse la parole au docteur Chinchol. Merci, mon homonyme de prénom Jean-Marc Tessonnier. Donc d'abord je suis content d'avoir été invité sur ce sujet qui est un sujet tout à fait d'actualité puisque le mot retraite apparaît assez souvent actuellement. Donc on ne va pas épiloguer sur cet aspect-là du sujet et passer d'emblée donc sur ce qu'est la Caisse autonome de retraite des médecins de France. La Caisse autonome des médecins autonome de retraite des médecins de France gère un régime obligatoire de retraite et un régime obligatoire de prévoyance. Le régime obligatoire, donc tout médecin doit s'inscrire à la caisse de retraite. S'il ne s'inscrit pas et qu'il est en cours d'activité, il est secondairement rattrapé par la patrouille qui est l'URSSAF, puisque c'est un régime qui est obligatoire. Donc le régime de retraite comprend trois parties. Le régime de base dès 1949, le régime complémentaire qui est le seul géré par la CARM, et le régime avantage social vieillesse, qui est géré par les caisses de sécurité sociale et par les syndicats, plus récents depuis 1972. En plus de la retraite, le régime prend en charge un régime de prévoyance avec invalidité décès, donc des indemnités journalières à partir du 91e jour, on le verra plus tard, et également un régime invalidité, donc des pensions d'invalides et un capital décès qui sera versé éventuellement. Je rappelle aussi qu'il existe un régime Capimed, qui est un régime facultatif, qui correspond à un régime loi Madeleine transformé en PER. Je le rappelle parce que c'est le régime qui actuellement est le plus rentable. Souvent, on n'a pas osé s'inscrire à ce régime parce qu'il était géré par la CARF, mais comme les frais de gestion sont inférieurs, c'est souvent dommage quand on se rend compte ce qu'il rapporte par rapport aux autres régimes qui existent dans ce secteur. Quels sont les affiliés à la CARF? Les affiliés à la CARF sont 210 000 médecins environ, donc retraités 83 000, pour ceux qui sont actuellement cotisants 125 000, mais dans les 125 000, il faut tenir compte qu'il y a 11 500 médecins qui sont en cumul emploi-retraite, donc qui sont plutôt retraités que cotisants purs, donc on en reparlera un peu plus tard. Donc, quelle est la cotisation moyenne des médecins? La cotisation moyenne des médecins, ceux qui sont en secteur 1 est environ 14 000 euros. La cotisation moyenne de ceux qui sont en secteur 2 ou dans ce cas, donc, les cotisations ne sont pas prises en charge partiellement par les caisses d'assurance maladie, s'élève à 24 000 euros. Pour une pension de retraite de 30 600 euros en moyenne par an. Attention, ce chiffre de 32 600 euros est un chiffre brut. Donc, il y a environ 9% qu'il faut déduire d'emblée correspondant à la CSG, CRDS et CASA, auquel il faut rajouter le prélèvement à la source. Donc, on est loin d'avoir 32 600 euros par an en réalité. Comment se compose notre retraite? Notre retraite se compose avec les trois régimes que j'ai évoqués tout à l'heure. 21% proviennent du régime de base, 34% du régime avantage social vieillesse, et la majeure partie de notre retraite, donc soit 45%, provient du régime complémentaire qui est le seul qui est géré de façon autonome par la CARF.
Les réserves actuellement de notre régime de retraite s'élèvent actuellement à presque 7 milliards d'euros. On voit que la partie la plus essentielle des réserves est dans le régime complémentaire. Ce sont des provisions qui ont été demandées aux médecins pour gérer la bosse démographique. On va le voir un petit peu plus loin. Alors que l'ASV représente que 788 millions, et ce récemment, suite à la forte augmentation des cotisations qui sont demandées. Le régime invalidité-décès est encore correctement doté. C'est dans ce régime que nous avons pu prendre l'aide qui a été fournie aux médecins pendant la période de Covid. Je parle une petite diapositive rapidement des performances des valeurs mobilières pour dire l'esprit de gestion de la caisse de retraite. On voit que le rendement annuel global sur un an a été certes de 12%, mais ce n'est que sur un an. Par contre, si on regarde sur 10 ans, on voit qu'on est arrivé à maintenir un rendement de 6,8% par an sur 10 ans. Et sur 30 ans, on est encore à 4,88% par an. Donc le rendement de l'argent qui nous a été confié a été de façon prudentielle et a permis d'obtenir des rendements tout à fait corrects pour pouvoir avoir des réserves qui sont en cours d'utilisation actuellement. Donc si on voit les régimes de retraite un peu plus séparément, comme ça on voit les différences, le régime de base est un régime qui est un peu commun avec le régime général de tous les professionnels. Donc il fonctionne par l'attribution de points de retraite, mais également il tient compte des trimestres d'assurance. Et ces trimestres vont être ceux qui vont permettre de prendre la retraite à taux plein. Donc elle reste actuellement à 43 ans, soit 172 trimestres. Le régime de base, comme c'est un régime commun qui s'apparente donc au régime général, il faut savoir que dans les professions comme les professions libérales, on participe à la compensation nationale au profit des exploitants agricoles et des industriels et commerçants et artisans, sachant qu'un professionnel libéral verse sur le prélèvement de ses cotisations au régime de base environ 853 € au profit donc de la compensation nationale par an. Cette somme est plutôt en baisse actuellement puisqu'elle tient compte de la démographie. La démographie est passée très progressivement de 4 médecins cotisants à 1 médecin retraité et actuellement on tend vers 1,5 médecin cotisant pour 1 retraité. Donc cette compensation est en train de diminuer. Important dans cette diapositive, pas regarder la partie haute puisque tous ces gens sont déjà à la retraite, mais regarder la partie basse. J'ai intégré la réforme puisque la réforme actuelle qui a été votée amène l'âge dans le régime général à 64 ans au lieu de 62 ans préalablement. Et on verra que ça ne touche pas de façon obligatoire les deux autres régimes qui composent notre retraite. Donc pour les gens qui prendront leur retraite, donc, progressivement, l'âge de départ va arriver à 64 ans, mais on maintient le même nombre de trimestres cotisés. Donc si la personne a travaillé avant de faire de la médecine dans d'autres secteurs, donc ces trimestres sont pris en compte. Et donc dès qu'on a 172 trimestres, donc soit 43 ans de travail, on a droit à partir à la retraite. Voilà. Si la retraite veut être pleine et sans décote, il faut avoir obtenu ces 43 annuités ou 172 trimestres ou avoir passé l'âge de 67 ans. Le régime complémentaire, donc régime par points, l'assiette est inférieure. L'assiette du précédent, c'était 5 plafonds de la sécurité sociale, 205 000 €. Là, l'assiette est de 144 000 €. Le taux est de 10%, soit 10% de 144 000 €, 14 398 € qui donne 10 points. Il existe une dispense totale des cotisations. J'ai gardé ça sur la diapositive pour dire que bien souvent, quand on s'installe, on ne cotise pas pendant 2 ans et qu'après, quand on prend sa retraite, on téléphone au docteur Chinchol en disant « la CARF a oublié de me compter 2 années de cotisation ». Et là, on prouve que ces 2 années, certes, existaient, mais elles n'ont pas donné lieu à des cotisations, donc n'ont pas donné lieu à des points de retraite. Notre régime complémentaire, seul géré par la CARF, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on a vu que les réserves, qui sont des réserves uniquement provisionnées pour payer les retraites liées à la diminution de la démographie médicale, sont montées à un maximum de 5,68 milliards d'euros donc, et sont actuellement en baisse puisqu'elles sont passées actuellement à 5,59 milliards d'euros et vont continuer à baisser, on va le voir sur la courbe suivante, pour lisser la bosse démographique de la diminution du nombre de médecins. La fameuse courbe démographique, vous la voyez là,
Vous voyez que nous, on est en 2023. Je ne sais pas si j'ai la souris. Oui, j'ai la souris. Donc, on est ici actuellement et on voit ce qui se passe dans les années qui sont devant nous pour arriver à un point bas aux environs de 2040 avant une remontée d'après les courbes actuarielles. Donc, les fameuses provisions qui font tant de convoitises auprès des différents gouvernements qui se succèdent ne sont que des provisions pour lisser cette bosse. Ce ne sont pas des provisions qu'on garde comme un petit sac de billets par sécurité. Là, il n'y a aucune sécurité. Ces provisions sont déjà faites pour payer les retraites, alors que c'est un régime par répartition et qu'on va avoir une répartition qui est particulièrement défavorable puisqu'il y aura plus de retraités que de cotisants. Le régime avantage social vieillesse géré par les syndicats et par les caisses de cotisation sécurité sociale, on voit qu'en secteur 1, donc jusqu'à un plafond de la sécurité sociale, la cotisation est de 1 712 € alors qu'elle est de 5 136 €, c'est la part forfaitaire, et la part ajustée est de 1,26% jusqu'à 5 fois le plafond de la sécurité sociale, donc c'est-à-dire 2 600 € en secteur 1, mais 7 800 €. Donc la première part génère 27 points, la deuxième part, ce n'est plus un impôt grâce à Maudbrux, parce qu'il se voulait que cette deuxième part ne génère 0 points, mais on a pu obtenir que ça génère quand même 9 points. Donc vous payez 7 800 € pour avoir 9 points supplémentaires, en plus des 27 si vous avez un seul plafond de la sécurité sociale. Donc pour payer 7 800 €, il faut avoir 5 plafonds de la sécurité sociale. Le régime ASV donc donne 27 points, donc comme je l'ai dit sur la diapo, donc on peut passer. Voilà. On a aligné le fonctionnement pour l'âge de départ à la retraite des régimes complémentaires et des régimes ASV. Le départ à la retraite se fait actuellement à 62 ans. Il n'y a pas d'obligation pour ces deux régimes de s'aligner sur la loi qui vient d'être votée. Ça, on s'alignera peut-être, mais ça ne sera qu'une volonté des médecins ou de la CARF de faire un alignement de ces régimes sur le régime de base. Donc le régime peut être pris à 62 ans dans les deux cas, et donc on a fait une incitation à ne pas partir immédiatement à la retraite, ce qu'on avait d'ailleurs essayé d'expliquer au gouvernement comme une alternative à l'allongement systématique de l'âge de départ à la retraite, en faisant des bonifications si on continue à travailler après l'âge de 62 ans. Ces bonifications sont de 5% par an, donc de 62 à 65 ans, puis de 3% par an, de 65 à 70 ans. Donc, on regarde ce que ça donne. On a appelé ça la retraite à temps choisi. On voit qu'entre celui qui part à 62 ans, il obtiendra donc sa retraite donc avec un taux plein qui représente que 85%, puisque quand on a mis au point ça, c'était à l'époque la retraite se prenait à 65 ans. Donc ça équivaut à une minoration de 15% quand on la prend à 62 ans par rapport à 65 ans. Et maintenant, si on la prend à 62 ans, on appelle ça donc une majoration de 5% par an pour arriver donc à 15% de plus à 65 ans, puis de 3% par an. Donc on voit ainsi qu'on a une différence tout à fait significative qui atteint pratiquement 25% entre celui qui prendra sa retraite à 62 ans et à 62 ans, entre celui qui prendra sa retraite, à 62 ans et celui qui la prendra à 70 ans. Le pourcentage que je rajoute de 25% sera nettement supérieur puisque pendant cette période, celui qui a pris sa retraite n'a fait aucun point, alors que celui qui a pris sa retraite à 70 ans aura les points et la bonification. Donc ce qui fait que ça rend difficile le choix de l'âge de départ à la retraite. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Un petit mot quand même. L'âge moyen actuellement de départ à la retraite, toutes spécialités confondues, est de 66 ans. Donc on est assez peu impacté par la mesure actuelle gouvernementale tant décriée de passage de 62 à 64 ans, puisque dans notre profession, l'âge moyen de départ à la retraite est de 66 ans révolu. Un autre régime qui est géré, j'irai plus rapidement, mais c'est important d'en parler parce qu'il y a des points de rappel importants, le régime invalidité-décès, qui n'est pas un régime de retraite, qui va donner donc des indemnités journalières, qui va donner une pension d'invalidité, qui va donner un capital décès et une rente d'invalidité pour les enfants et pour la veuve. Il y a 3 classes de revenus donc, qui donnent des cotisations différentes. Dans la classe A, 162 €, classe B, 243 €, dans la classe C,
324 € et qui donne des montants d'indemnités différentes journalières. Donc classe A 61 € et classe C 142 €. Le régime invalidité-décès, donc j'ai écrit en rouge un point important. Pour avoir droit à toucher ces indemnités journalières, donc il faut avoir déclaré son arrêt de travail avant la fin du 2e mois ou en cas de rechute sur la même pathologie dans les 15 jours de cette rechute. Et le deuxième point important, être à jour de ses cotisations pour faire valider ses droits. Les indemnités journalières des professions libérales ont été mises en place dans la période Covid pour gérer la période de carence que je viens d'évoquer de 90 jours. Donc, depuis la période Covid, donc, c'est-à-dire en juillet 2021, on a la possibilité par la CPM d'une prise en charge des 90 jours de carence avant que la CAMF ne prenne le relais à partir du 91e jour. Le montant de ce que l'on perçoit s'étale de 22,50 € par jour à 169 € par jour en fonction des cotisations que l'on a. Ouais. Le régime invalidité, donc l'ouverture des droits pour le régime invalidité est de 62 ans. Avec la loi actuelle qui vient d'être votée, il reste à 62 ans. Donc un invalide aura le droit de prendre sa retraite quand il atteint 62 ans. Il ne passera pas à une prise de retraite à 64 ans. Pour avoir droit à la pension d'invalidité, il faut là aussi être à jour de ses cotisations et être reconnu absolument incapable d'exercer une profession. Le décès, l'indemnité décès est de 60 000 € pour la femme du médecin. Je dis femme, c'est-à-dire il faut qu'il soit légalement marié. Le PACS n'est pas pris en compte. Sinon, donc, cette indemnité est versée aux enfants. Si les enfants ont moins de 21 ans ou jusqu'à 25 ans s'ils sont en cours d'études. Un petit mot sur le cumul emploi-retraite qui a généré beaucoup de questions. Donc, pour avoir le droit de faire du cumul emploi-retraite, donc, il faut avoir liquidé l'ensemble des régimes de retraite. S'il reste un petit régime de retraite que l'on a oublié dans un coin, on passe en cumul emploi, on passe en cumul plafonné. Donc ça, c'est important d'avoir... voilà. Et il faut avoir le droit d'avoir pris sa retraite, donc le nombre de trimestres pour être dans le cumul intégral. Donc actuellement, donc, je rappelle ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas liquidé tous les régimes et qui ont voulu faire du cumul et donc ils ne sont pas arrivés à avoir un cumul déplafonné. Donc la loi du 23 septembre 2022 du financement de la sécurité sociale donc, a dit que pour l'année 2023 seulement, et pour un revenu professionnel non salarié annuel qui soit inférieur à un montant qui est fixé par décret, mais le décret n'est jamais paru, donc les médecins qui sont en cumul emploi-retraite ont continué à payer des cotisations sans droit, et on pense que ce décret n'est pas sûr de paraître, puisque comme il le voulait provisoire, donc on est en train de passer sur plutôt un cumul emploi-retraite intégral qui va devenir créateur de nouveaux droits de retraite et qui va permettre une seconde liquidation à taux plein en tenant compte des droits acquis pendant le cumul. Donc, j'en profite pour donner les autres points d'impact de la réforme des retraites pour la CAMF. L'allongement de la durée de cotisation jusqu'à 64 ans dans le régime de base, ça on sera obligé de s'aligner. Pour les deux autres régimes, donc le régime complémentaire, le régime ASV, donc pour le moment, donc, on n'a pas une obligation de s'aligner, donc ça sera à étudier. Voilà. Le maintien de la cible sera de 172 trimestres, soit 43 annuités, ou avoir atteint 67 ans si on n'a pas obtenu les trimestres ou les annuités pour avoir aucune décote dans ce régime. Voilà. Eh ben, moi, j'ai fini. Donc... Merci Jean-Marc, tu as réussi à simplifier quelque chose de très compliqué. Bon, eh bien, on passe au deuxième orateur. Denis, si tu veux bien rejoindre le bureau, et je te donne avec plaisir ce micro. Eh bien, chers collègues, bonsoir à tous et merci au Conseil de l'Ordre de me donner l'opportunité de parler de ce sujet que je présenterai non pas en tant que professeur émérite à Aix-Marseille Université, mais en tant que président de l'association pour la prévention de la pollution atmosphérique.
Alors classiquement, j'envisagerais successivement parmi les polluants physiques uniquement les particules, les polluants chimiques, les polluants microbiologiques, et dans cet exposé, j'essaierai de donner des exemples qui peuvent avoir un intérêt, bien entendu, pour la pratique médicale quotidienne. Alors je rappelle tout de même un des éléments de base, à savoir les tailles des particules et leur destinée. Les particules les plus grosses s'arrêtent dans les voies aériennes supérieures, et les réseaux de surveillance de la qualité de l'air ne les surveillent pas, parce qu'on considère que ce sont les particules qui passent la glotte qui sont les plus importantes pour la santé. Et puis, comme vous le savez, elles vont ensuite se distribuer, d'autant plus distalement dans l'arbre aérien qu'elles sont petites. Alors on parle souvent des particules fines. Ce sont les particules de diamètre inférieur à 2,5 microns, et puis de plus en plus des particules ultra fines, beaucoup plus petites, inférieures à 0,1 micron, soit 100 nanomètres. Et ce sont ces particules ultra fines, et même les particules de moins d'1 micron, qui vont arriver jusqu'au tréfonds des alvéoles. Et là, eh bien, elles peuvent franchir la barrière alvéolo-capillaire, comme le fait l'aérosol tabagique, et c'est évidemment ce qui explique les effets systémiques de la pollution atmosphérique générale, comme les effets systémiques du tabagisme. On a représenté par exemple les effets cardiaques et les effets vasculaires. Alors un point particulier auquel les médecins peut-être vont être confrontés dans les années à venir, c'est la mise au point de microcapteurs connectés que chacun peut acheter à un prix qui est autour de 150-200 euros. Aujourd'hui, ces capteurs mesurent essentiellement les particules. Vous voyez un exemple de capteur qui va mesurer les particules de moins de 10 microns, de moins de 2,5 microns et de moins de 1 micron. Et alors, on a sur l'écran les trois cônes qui se superposent. Je ne sais pas si c'est bien visible sur l'écran. Et puis les chiffres en bas en microgrammes par mètre cube d'air aspiré, donc des trois catégories de particules. Et l'opérateur, enfin la personne, a la faculté aussi d'indiquer ici en haut dans quelle situation elle se trouve. Parce qu'évidemment, ces chiffres hors contexte sont ininterprétables. Il faut vraiment savoir dans quelles conditions ils ont été enregistrés. Vous voyez sur la droite un de ces capteurs, vous voyez la taille, ça tient dans le creux de la main. Et ici, c'est l'orifice d'entrée de l'air. Il y a une petite pompe, et évidemment, cet orifice doit toujours être maintenu à l'air libre pour que la mesure soit valable. Alors, je montre un exemple d'utilisation de ce capteur. C'est une personne qui rentre chez lui le soir, qui fait chauffer une casserole d'eau, et puis il commence à faire cuire des endives à la poêle. Vous voyez que les trois courbes sont superposées à des niveaux faibles. Ici, c'est 1 microgramme par mètre cube. Et puis, il commence à faire cuire un steak sur la poêle, et vous voyez les trois catégories de particules qui s'élèvent très fortement. Qui s'élève très fortement et qui reste à un niveau élevé alors que la cuisson est terminée. Et ça n'est que quand la fenêtre est ouverte qu'on on assiste à une chute brutale du taux des particules ambiantes. Et donc, une fois qu'on a vu ça une fois dans son domicile, on comprend bien qu'il faut soit avoir une haute performante raccordée à l'extérieur, soit d'ouvrir deux fenêtres pour qu'il y ait un courant d'air, parce que vraiment l'exposition, certes, est de courte durée, mais à des taux de particules extrêmement élevés. Alors, comme évidemment le summum de génération de particules, c'est la fumée de cigarette, et quand on fait de la métrologie dans des logements, on s'aperçoit que quand il y a un fumeur, c'est pas la peine de s'intéresser à d'autres polluants, tellement le tabagisme écrase tous les autres. Et puis à droite, aussi une actualité. Vous savez peut-être que dorénavant, la construction de nouveaux logements avec des cheminées à foyer ouvert est interdite. Et donc les personnes qui ont ces cheminées sont fortement invitées
à soit ne pas les utiliser, soit à mettre des inserts flammes vertes de très bonne qualité. Il faut dire qu'il y a eu des progrès absolument remarquables au cours des 15 dernières années dans l'efficacité de ces inserts qui aboutissent à une combustion quasi complète, donc avec une pollution de l'air extérieur qui devient très, très peu importante. Alors en matière de pollution chimique, je rappelle l'enquête faite il y a maintenant 20 ans par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur sur un échantillon de logements représentatifs du parc français. Et l'Observatoire avait placé toute une série de capteurs dans le logement pendant 15 jours et puis immédiatement à l'extérieur du logement. Et on voit bien sur ce graphique que d'une part, la palette des polluants mesurés est beaucoup plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et d'autre part, que la concentration en ces polluants est bien supérieure aussi. Et on dit souvent que la pollution de l'air intérieur est 3 fois, 5 fois peut-être plus élevée que celle de l'air extérieur. Alors ça n'est valable, quand on dit ça, on fait souvent une petite inexactitude, parce que ça n'est valable que pour les polluants chimiques et pas pour les particules. En général, les particules, à moins qu'il y ait un fumeur ou une cheminée, sont moins élevées dans le logement qu'à l'extérieur. Et alors ces produits chimiques en question, ce sont, vous le voyez, des produits qui sont issus de l'ameublement, de l'aménagement du logement et beaucoup de l'entretien, surtout pour les produits d'entretien qui sont sous forme de spray, qui, on le comprend bien, restent en suspension dans l'air beaucoup plus longtemps et donc qui ont la faculté d'être inhalés beaucoup plus facilement. Et puis, alors, il faut dire un mot aussi des encens, des bougies parfumées, dont l'usage ponctuel est acceptable, mais on voit dans certains logements une utilisation pluri-hebdomadaire, et notamment les encens sont des générateurs majeurs de carcinogènes, de benzène. Alors on a essayé à l'ANSES, on a fait des préconisations pour essayer d'interdire certaines de ces bougies parfumées, mais encore une fois, les lobbies ont été les plus forts et tout ce qu'on a obtenu, c'est d'avoir une étiquette sur ces bougies. Enfin, une étiquette pour dire de ne pas trop en utiliser et d'aérer lorsqu'on les utilise. Et puis alors, bien sûr, les huiles essentielles, vous avez reconnu la publicité, les huiles essentielles contribuent à la bonne qualité de l'air intérieur. Bon, là aussi, c'est un combat difficile et encore une fois, les personnes intéressées dans la qualité de l'air demandent depuis longtemps une restriction de l'utilisation de ces huiles essentielles qui peut-être en dermatologie ont certains bienfaits, mais les pneumologues n'en voient aucun. Alors un point aussi qui est une idée reçue qui persiste depuis pas mal d'années, qui vient d'expériences de la NASA qui avait embarqué à bord des fusées un nombre de plantes vertes importantes pour dépolluer l'atmosphère de la cabine. Mais ça fait maintenant bien longtemps que ce rapport a été publié, ça fait en 2010, et qui va tout à fait à l'encontre de cette idée reçue. Il faudrait vraiment avoir des centaines de plantes dans son logement pour avoir un effet sur la qualité de l'air. Et par ailleurs, les plantes sont souvent contaminées par des moisissures. Par exemple, dans les services hospitaliers, il y avait autrefois des plantes, mais qui ont été retirées pour cette raison, qu'il y a des personnes immunodéprimées dans ce contexte. Bon, en tout cas, on peut avoir des plantes, bien sûr, mais il ne faut pas imaginer qu'on puisse contrôler la qualité de l'air par ce moyen. Alors enfin, les polluants microbiologiques, moi, c'est un problème auquel je me suis intéressé depuis que j'ai été muté à l'hôpital Nord il y a une vingtaine d'années, du fait que il y a un grand nombre de logements. Ça a été d'ailleurs rapporté par le rapport Nicole en 2015 qui chiffrait à 40 000 logements et 100 000 personnes qui vivaient dans ces logements insalubres. Alors d'où viennent les problèmes d'humidité ? Eh bien de 3 sources.
d'une part de l'enveloppe du bâtiment avec des fuites sur les toits, sur les façades ou la rupture accidentelle d'une canalisation. Ça peut venir d'en bas, c'est ce qu'on appelle la remontée capillaire. Remontée capillaire, le long des murs. Et puis ça peut venir enfin de l'intérieur, du mode de vie des habitants. Et tout ça a été chiffré. On estime par exemple qu'une famille de 4 personnes émet 10 à 25 litres de vapeur d'eau tous les jours. Évidemment, on comprend bien que si la ventilation n'est pas efficace, cette humidité va s'accumuler. Et finalement, la vapeur d'eau, c'est la mère de tous les aérocontaminants comme les acariens, les blattes, les composés organiques volatiles qui se désorbent plus facilement des meubles en atmosphère humide, et également du risque de saturnisme dans les logements anciens dont les peintures se décroûtent et finalement la couche inférieure qui était là depuis longtemps, une peinture au plomb, est accessible et les enfants peuvent se contaminer. Alors, le mode d'action des moisissures est multiple. Bon, un premier mode d'action infectieux, l'aspergillose bronchopulmonaire invasive, mais dans un contexte très particulier d'un sujet immunodéprimé. Mais ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que finalement, il y a le mécanisme allergique, rhinite, il peut y avoir des bronchites d'origine allergique par sensibilisation aux allergènes portés par les spores. Mais il y a aussi des aérocontaminants qui sont générés soit par le métabolisme de la moisissure, ce qu'on appelle les mycotoxines, soit par la paroi elle-même de la moisissure, les composés organiques volatiles et les glucans. Et la conséquence de cette observation, c'est que tout le monde peut avoir un impact sur la santé, même s'il n'a pas de terrain atopique. Et moi, il me semble que y compris les allergologues ont plutôt ce réflexe de chercher une allergie aux moisissures. Alors, chercher une allergie aux moisissures, c'est mission impossible d'ailleurs, puisqu'on n'a quasiment plus de tests. On n'a que des tests pour les moisissures extérieures, pas pour les moisissures intérieures. C'est la même chose pour les IgE spécifiques. Donc, il y a très, très peu à attendre des examens paracliniques en la matière. Voilà, alors je présente effectivement un filament mycélien où on voit dans le cytoplasme d'une part des allergènes ou des enzymes, donc qui expliquent le mécanisme allergique, mais aussi des mycotoxines, des composés organiques volatiles microbiens qui expliquent l'effet pro-inflammatoire, voire toxique. Et puis dans la paroi, là on a fait un agrandissement de la paroi de la moisissure, dans la paroi des composants comme les glucans, qui ont un effet également pro-inflammatoire. Alors, il y a eu de très nombreuses études épidémiologiques qui ont été faites soit à propos des moisissures des logements ou beaucoup aussi à propos des moisissures des écoles, des enquêtes transversales, c'est-à-dire des photographies de la situation, et puis plus récemment des études de cohortes. Et notamment, ces dernières années, des études de cohorte de naissance à partir de l'accouchement. Et on a suivi le devenir de l'enfant en fonction de son exposition ou non aux moisissures du logement. Et vous voyez, alors chaque point représente une méta-analyse, c'est-à-dire une synthèse de plusieurs études elles-mêmes. Alors on voit que ce losange représente l'odds ratio ici au milieu avec son intervalle de confiance. Et on sait qu'en statistique, quand l'intervalle de confiance traverse la valeur 1, l'odds ratio n'est pas significatif. Mais on voit que c'est le cas pour cette première méta-analyse, mais pour la plupart des autres méta-analyses ici, eh bien, on retrouve bien une association statistiquement significative entre le fait d'avoir vécu dans un logement et le développement d'asthme ou de symptômes de type asthmatique. Et alors plus récemment, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, a publié un très volumineux rapport qui conclut, et je crois que c'est assez fort pour le signaler, parce que les experts, y compris les experts judiciaires, peuvent maintenant s'appuyer là-dessus,
une relation de type causal entre le fait d'avoir vécu dans un logement avec des moisissures et l'apparition de l'asthme chez l'enfant ou l'exacerbation de l'asthme chez un enfant déjà asthmatique. Chez l'adulte, c'est un peu différent. Les études ont été faites dans des bâtiments victimes de dégâts des eaux et donc ce sont les salariés qui ont été suivis au fil du temps et on a montré une apparition de l'incidence de l'asthme plus élevée dans ces bâtiments et donc on considère que chez l'asthmatique, il y a également une relation entre l'exposition sur les lieux du travail et la possibilité de développer un asthme. Bon, même chose pour la rhinite allergique. Et puis ce dernier point qui est un peu glaçant, qui dit qu'il y a une relation entre le fait d'avoir vécu pour un enfant dans un logement avec des moisissures et l'altération de sa fonction cognitive, donc des choses assez préoccupantes. Voilà, un petit mot quand même des acariens. Je crois que tout le monde aurait été déçu qu'on ne laisse pas une petite place. Alors pour les acariens, bon, je rappellerai des conseils qui sont extrêmement classiques: aérer le logement, la literie, le matelas, retourner le matelas, voilà, laver ses vêtements à 60 degrés, éviter les nuits à poussière, etc. Mettre des housses anti-acariens autour du matelas et des oreillers. Alors, ce sont des conseils qui, de façon un peu étonnante d'ailleurs, ne sont pas repris par les grandes sociétés savantes et les organismes internationaux sur la rhinite allergique ou sur l'asthme, parce que les études finalement d'éviction ne sont pas concluantes, bon, pour des raisons méthodologiques sur lesquelles je ne reviens pas aujourd'hui, mais enfin je crois que nous sommes quand même tous convaincus que chez une personne allergique aux acariens, ce n'est pas une bonne chose d'être exposé à ces acariens. Alors maintenant, un point un peu particulier, c'est un service qui est proposé, au moins dans certaines régions, qui consiste pour le médecin à envoyer au domicile de son patient une personne spécialement formée. Alors nos collègues strasbourgeois les ont appelés conseillers en environnement intérieur ou conseillers médicaux en environnement intérieur. Et pour ma part, moi j'ai créé le service il y a plus de 20 ans maintenant et j'ai appelé ça conseiller habitat santé. Alors la philosophie est un petit peu différente parce que le CMEI, c'est vraiment uniquement centré sur les problèmes respiratoires, tandis que le conseil habitat santé se veut axé sur la santé publique. Bien sûr, l'enquêteur est envoyé au domicile pour des symptômes respiratoires, mais il profite de son passage dans le logement pour faire un inventaire des autres risques. Bien sûr, on ne peut pas être spécialisé dans tous les risques, mais il sert de relais si on a identifié d'autres risques. Alors pour les Bouches-du-Rhône, j'ai écrit pour vous dire que c'est une réalité, les noms et les coordonnées de personnes que l'on peut appeler. Alors qu'on peut appeler, j'insiste, pour un problème de santé, parce que s'il y a un problème d'habitat, ça ne relève pas de ces conseillers. Le problème d'habitat, bien, c'est dans les grandes villes, c'est les services communaux d'hygiène et de santé. Et en dehors des grandes villes, c'est l'ARS qui fait ces visites. Et nous intervenons uniquement quand il y a un appel santé. Voilà, j'ai mentionné aussi Madame Céleste Guillot dans les Alpes de Haute-Provence. Il se trouve que peut-être il y a certains médecins des Alpes de Haute-Provence qui m'écoutent aujourd'hui et qui peuvent faire appel à elle. Alors je crois que ce diaporama sera accessible ensuite. Et, bon, donc si vous voulez, vous pourrez alors noter les coordonnées précises de ces personnels. Un petit mot aussi, vous auriez été déçus si je n'avais pas parlé des animaux domestiques. Alors quelques points clés, c'est que au moins un foyer sur deux possède un animal domestique, chat ou chien, qui a autant d'animaux domestiques que de Français, mais enfin c'est surtout la moitié sont des poissons. Le fait notable dans cet inventaire, c'est qu'il y a eu un formidable poussée du nombre de chats dans les logements, puisqu'autrefois les chiens étaient plus présents, et ça traduit incontestablement une modification sociologique des foyers, avec maintenant
les grandes familles avec le grand-père et la grand-mère qui ne sont plus avec les jeunes, et donc les chiens sont difficiles à garder. Alors là, on parle de races de chiens et de chats. Bon, pour l'allergologue, c'est important de dire qu'il n'y a pas de chien ni de chat hypoallergénique. On trouve ça sur Internet à 25 000 $, mais non, ça n'a pas été validé par les allergologues. Et enfin, on voit que c'est un marché, économiquement, c'est un marché important. Alors, le contrôle, ce qui pose surtout problème aux allergologues, c'est l'allergie au chat, un peu plus que l'allergie au chien, parce que l'allergène du chat est très volatile et il va se transporter par les chaussures et les vêtements. Et donc, il y a des allergènes de chat partout. On en a trouvé, par exemple, dans les sous-marins, dans les cinémas, dans les cabinets des allergologues. Et donc, ça représente une nuisance sociale importante pour les allergiques aux chats, même s'ils n'ont pas de chat. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas facile, on le voit là. Intervention au niveau du chat. Bon, évidemment, faire disparaître le chat, le confier à son meilleur ami. Il y a maintenant un autre moyen, mais qui est marginalement efficace, c'est que, vous verrez, pour les personnes qui ont des chats, il y a des aliments qui contiennent des anticorps monoclonaux anti-FeLD1, qui est l'allergène majeur du chat. Alors, c'est une ingénierie assez compliquée. C'est qu'on nourrit les poules avec des allergènes de chat, et ensuite, on prend les œufs de ces poules, et c'est sur les œufs qu'on récolte les anticorps monoclonaux anti-IgE. Mais bon, il n'y a pas un effondrement sur le pelage des taux de FeLD1 sous ce régime-là. Il y a une étude d'ailleurs dans la région qui est en cours avec les allergologues pour voir si ça peut avoir un certain impact clinique. Alors ensuite, deuxième moyen d'intervention, c'est sur le logement. Laver régulièrement le chat, c'est-à-dire une fois par semaine. Modifier l'environnement, en pratique, c'est supprimer les tapis et les moquettes qui ont un effet électrostatique et qui ont tendance à attirer les poils. Et laver régulièrement la maison. Voilà, alors tout ça est quand même assez contraignant. Et il y a maintenant une vingtaine d'années, un de nos collègues avait fait une étude très, très, très soigneuse et très prolongée contre placebo, enfin avec un groupe contrôle. Et il avait noté une diminution significative du taux des allergènes dans l'air des logements, mais pas d'effet clinique. Donc c'est quand même un peu dommage de faire tous ces efforts pour pas grand-chose. Et alors, au niveau du patient, bon, on est toujours assez limité. Évidemment, la pharmacologie avec les antihistaminiques ou les corticoïdes locaux. Et puis l'immunothérapie, mais enfin une immunothérapie qui est pas très volontairement prescrite parce qu'elle n'est pas d'une grande efficacité et sa tolérance n'est pas non plus excellente. Voilà, et alors je parlais de ces conseillères en environnement intérieur, conseillères habitat santé. Je signale d'ailleurs en passant que et il y a à la faculté de médecine, depuis de nombreuses années maintenant, un diplôme universitaire, qui est devenu depuis 2 ans un diplôme interuniversitaire avec l'université de Lille. C'est un diplôme qui se passe en présentiel la première semaine et pour les 3 autres semaines en distanciel. Voilà, et pour terminer, une affiche de l'association pour la prévention de la pollution atmosphérique pour rappeler que la meilleure des choses pour lutter facilement, il y a peu de frais contre les nuisances, les aérocontaminants, et puis contre le Covid aussi à l'époque, c'était l'aération du logement. Voilà, donc je terminerai sur ce grand principe qu'il faut transmettre à nos patients. Et merci pour votre écoute. Eh bien, merci pour ces 2 belles présentations. Je vais poser les questions un petit peu à l'un et à l'autre, comme ça on va échanger dans les 2 sens. Denis, tu nous as parlé de la ventilation, effectivement, l'aération. Finalement, les VMC, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, non Je sais pas, question. Oui, en théorie, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, il y a une belle étude de l'ADEME qui est déjà un peu ancienne et qui est très décevante, qui montre que les logements qui ont une ventilation mécanique contrôlée n'ont pas de renouvellement de l'air
supérieurs à ceux qui n'en ont pas. Alors pourquoi? Parce que c'est une belle technologie, mais seulement elle est mal installée, mal calibrée, elle est éteinte parce que ça fait du bruit, parce que les personnes veulent économiser de l'énergie. Donc au final, comme dans ce domaine comme dans beaucoup, c'est l'humain qui est le maillon faible. D'accord. Toujours dans le mode, dans le principe de l'aération, en hiver, on a du mal à ouvrir les fenêtres et il faudrait pourtant, non est-ce qu'on ne va pas refroidir la maison Voilà, plus que l'aérer? Surtout cet hiver, on a peut-être hésité de bien aérer son logement. Bon, ce qu'on a montré, c'est que si on aère 5 minutes, c'est quand même pas mal, matin et soir, 5 minutes, les parois ne sont pas refroidies. Les parois ne sont pas refroidies, donc quand on referme la fenêtre, eh bien, la température intérieure remonte rapidement. Donc 5 minutes, c'est quand même déjà bien. Alors souvent, on pense à aérer le matin, mais en réalité, le logement fonctionne surtout le soir. C'est là qu'on fait la cuisine, les enfants prennent leur bain, il y a de la vapeur d'eau qui est générée en grande quantité, donc matin et soir. Très bien. Tu as parlé des interventions des structures spécialisées donc auxquelles le médecin, bien sûr, va faire appel, non pas le citoyen, parce que le citoyen rentre dans une autre dimension. Ces interventions sont gratuites, sont faites par des associations. Le patient n'a rien à débourser. Enfin. Alors, il y a quelques personnes qui ont fait le diplôme universitaire dont je parlais, qui ont essayé de s'installer en libéral, mais c'est très difficile parce que une visite revient peut-être à 400-500 euros et il y a peu de personnes qui seraient prêtes à payer autant. Donc non, ça ne marche pas comme ça. Ce sont des associations qui reçoivent des subventions. Et ensuite, on fait des visites tant qu'il y a des subventions. Et puis, s'il n'y a pas de subvention, on s'arrête. D'ailleurs, l'ARS nous a coupé les crédits il y a 2 ans et les visites à Marseille sont presque arrêtées depuis 2 ans parce qu'il n'y a pas d'argent. Très bien. Je vais vous poser une question à Jean-Marc. Bon, voilà la question qui a été posée par un des auditeurs. Est-ce que le cumul peut être rétroactif pour comptabiliser les points supplémentaires compte tenu du degré non promulgué? La retraite en temps choisi existe depuis 2018, je crois. Quid des cumuls qui l'ont précédé? Alors, il n'est pas du tout dans l'intention du gouvernement d'aller dans le rétroactif. Après, c'est le gouvernement qui décidera s'il veut faire du rétroactif. Ce qui a été dit récemment, donc en septembre 2022, c'était une exonération uniquement pour l'année 2023. Mais il n'a jamais été évoqué d'attribuer des points rétrospectivement à tous ceux qui ont fait du cumul pour les cotisations qu'ils ont versées, qui étaient des cotisations sans droit et qui étaient connues pour être des cotisations sans droit. Donc là, ça ne part pas du tout dans ce chemin. Ok, merci Jean-Marc. J'ai encore une question pour toi. Quelqu'un nous dit « Nous sommes nombreux à envisager le secteur 3 pour finir notre carrière si la convention ne nous convient pas. Quid des cotisations et de la retraite en S3 ?» Alors, je n'ai pas une réponse totale. Pour ça, je peux la donner après sur le site. Mais en S3, donc la partie conventionnelle, c'est-à-dire ce qu'on a appelé avantage supplémentaire vieillesse, c'est une cotisation qui n'est plus appelée puisque les gens ne sont pas conventionnés. Mais les patients ne sont pas remboursés sur leur consultation, mais ils restent remboursés sur les actes. Mais sur les consultations qui sont faites par les médecins, ils ne perçoivent pratiquement pas de remboursement. Je crois à l'ordre de 1 ou 2 euros, mais enfin, ils ne perçoivent pas de remboursement. Ensuite, s'ils ne cotisent pas pour la retraite ASV, évidemment, ils n'auront pas cette partie de la retraite qui représente actuellement 30-32%. Mais pour les années qu'ils ont cotisées, les points qu'ils ont déjà générés leur donneront une retraite. Ce n'est qu'à partir du moment qu'ils seront en secteur 3 que cette partie ne sera pas appelée. Les 2 autres parties, le régime de base et le régime complémentaire, ne dépendent pas du système conventionnel. Donc ils seront appelés également et donneront droit aux points de retraite correspondants. Voilà ce que je peux répondre actuellement. D'accord. Donc tout intérêt en S3 de prendre une retraite privée pour
cotisée en dehors des régimes habituels, quoi. Alors, si cette partie n'est pas cotisée, est-ce qu'après, ça ne va pas provoquer, s'il y avait beaucoup de gens qui venaient en secteur non conventionnel, est-ce que ça ne provoquerait pas une faillite de ce système ASV, enfin de cette partie de la retraite? Pour ceux qui ont déjà cotisé, est-ce qu'on pourrait continuer, puisque c'est un régime par répartition, s'il y avait un grand nombre de gens qui ne cotisaient plus à ce régime, est-ce qu'on pourrait continuer à assurer aussi le versement des retraites, puisqu'il n'y a pas, comme on l'a vu, de réserve provisionnée dans ce régime de retraite? Merci beaucoup. Denis, je reviens vers toi. Les épurateurs d'air de l'industrie, ça sert à quelque chose? Alors, ça a été un débat très actuel avec la Covid. Bon, les épurateurs sont des filtres à poussière, hein, sont des filtres HEPA, donc des filtres en théorie très, très efficaces. Et il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Et les études montrent que c'est efficace pour diminuer le taux des particules. Mais au plan clinique, les résultats sont beaucoup plus réservés. Il y a une méta-analyse au plan cardiovasculaire qui dit que ça n'a pas de bénéfice. Il y a une étude dans l'asthme qui montre que sur certains paramètres, ça améliore, mais pas tous. Et puis, il y a une étude quand même très positive sur les BPCO sévères, BPCO oxygéno-dépendantes. Alors, elle est intéressante parce qu'on comprend bien ce qui se passe. Hein, c'est que les autres vont et viennent, et donc ils n'ont un air épuré que quand ils sont chez eux, près de l'épurateur. Mais la BPCO, lui, il s'assoit à côté de son épurateur, il passe sa journée là, et il y a un effet, y compris sur les exacerbations. Mais enfin, bon, si je peux ajouter un point, dans les locaux, en général, c'est vraiment pas la peine dans les écoles, par exemple, puisque en région Rhône-Alpes, les écoles ont été toutes équipées d'un épurateur, mais s'il y a moyen d'ouvrir la fenêtre, c'est largement aussi bien. Ça ne peut être intéressant que dans les pièces en sous-sol, quand on ne peut pas ouvrir la fenêtre correctement. Tu as parlé des écoles, justement. Moi, j'avais une question, mais tu as en partie répondu. C'était le fait de l'accumulation de CO2, parce qu'il y a des gens qui sont en réunion, et en particulier les élèves. Et il y a eu des choses, me semble-t-il, qui ont été décrites sur la vigilance au bout d'un certain nombre d'heures. Voilà, oui, c'est vrai. Alors, dorénavant, on ne pourra plus dire à l'élève qui est au fond de la classe près du radiateur qui n'écoute pas, parce qu'effectivement, la vigilance, l'apprentissage est perturbé quand le taux de CO2 s'élève. Alors, en général, ça va avec l'élévation de la température, donc c'est un peu plus complexe que ça, hein, parce que quand il fait chaud, on a tendance à somnoler aussi. Hein. Donc, les deux phénomènes, il y a des études qui le montrent très bien, il y a un cumul des deux phénomènes. Bon, il y a quelques années, on avait fait une étude dans les salles de classe de la ville de Marseille, et c'était assez caricatural. Alors, l'étude avait duré plusieurs mois. On avait comme ça suivi les taux de CO2. Et l'hiver, la plupart des salles de classe étaient en confinement. Et puis, dès que le printemps est arrivé, les choses se sont améliorées très nettement, il faisait moins froid. Et les enseignants ont pu, à ce moment-là, ouvrir les fenêtres. Bon, encore une fois, il faut aérer. Il faut aérer. Mais on va retenir qu'il faut aérer, prendre l'air aussi quand on part à la retraite, n'est-ce pas? Et avoir du courage. Bon, je vous remercie vraiment tous les deux d'avoir bien voulu participer à cette soirée qu'on va clore maintenant. Et je dis au revoir à tous les gens qui nous regardent. Et n'hésitez pas à revenir sur le site. Tout sera ça disponible dans les 15 jours sur le site du Conseil et immédiatement sur la chaîne YouTube du Conseil de l'Ordre. Bonsoir à tous. Bravo, merci.